bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et honoré de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier débat conférence qui a pour thème le Smart dans tous ses états. En préambule, je voudrais vous dire que Artelia attache une grande importance aux changements qui doivent accompagner nos futurs modes de vie et s'implique pour l'ensemble des clients au travers le monde pour trouver des solutions innovantes et réalistes. Artelia s'est engagé sur toutes les échelles de l'aménagement de nos villes et territoires en intégrant les nouveaux outils numériques pour imaginer, concevoir et aménager des villes et territoires plus efficaces, harmonieux et durables. À Monaco, nous avons participé à de nombreux projets. Depuis plus de 30 ans, nous avons l'ambition de pouvoir collaborer à ce changement aux côtés de tous les acteurs de la principauté en mettant à profit nos expériences, nos compétences et notre présence locale. Cette participation d'Artelia Monaco doit aussi se concrétiser au travers d'actions quotidiennes d'Artelia. À ce titre, je voudrais vous citer deux exemples pour l'illustrer. Nous avons été le premier bureau d'études à signer en début d'année le Pacte national pour la transition énergétique de Monaco, qui nous engage sur le respect de bonnes pratiques environnementales. Par ailleurs, notre fondation, Artelia, qui réalise depuis plusieurs années des actions humanitaires et environnementales avec des collaborateurs bénévoles, a conclu un accord de partenariat avec la Fondation Albert II. Ce sont de petites actions, mais je pense qu'elles démontrent que pour changer, il faut la contribution de tous. Je vais donc sans plus attendre laisser la parole aux intervenants que je souhaite vivement remercier pour leur participation, ainsi qu'à Laure de Garaté qui va vous présenter le déroulé de ce débat. Voilà, je vous remercie. Le 5 mars, Monaco installait des abris voyageurs, premier totem de la Smart City, permettant notamment de recharger son smartphone. Le smart est donc à l'orée de la principauté, mais que veut-on dire par smart? Littéralement, on pourrait traduire par malin, futé, voire intelligent. Nous serions donc à l'aube de villes, de réseaux ou de bâtiments dits intelligents. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir sur 3 problématiques sur le sujet du smart, afin de déterminer ensemble si Monaco pourrait être le futur étalon mondial en la matière. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l'intérêt de modéliser une ville. Avec moi sur scène pour parler, M. Georges Gambarini, responsable du programme Smart City au sein de la mission pour la transition numérique, et M. Laurent Vigneault, directeur de l'innovation au sein de la Business Unit Ville, Territoire et Infrastructure d'Artelia. Monsieur Gambarini, pouvez-vous nous dire en 2 mots où en est la principauté en termes de Smart City? Alors, en 2 mots, je ne vous remercie pas. Je vais essayer. Donc, si on considère que la Smart City, c'est une manière un peu durable, raisonnée, intelligente et capitalisant sur des compétences humaines, des compétences technologiques, on peut considérer que la Smart City et que Monaco est déjà une Smart City. Je pense que c'est important de se le dire un lundi matin, ça fait du bien aussi. Il y a une densité de compétences sur 2 km² en principauté, que ce soit des services privés, des services publics, qui est assez incroyable. Ce qui est intéressant, c'est juste de se dire qu'aujourd'hui, on est à un virage, on est sur un nouveau, une saison 2 de la Smart City en principauté. Si on regarde ce qui se passe à côté dans le monde, on a une sorte un phénomène depuis 2 ans de convergence, de maturité technologique. On parle beaucoup de 5G, d'Internet des objets, bien évidemment de modèles 3D, on parle d'une nouvelle génération de capteurs. Toute cette convergence de technologies, elle permet aujourd'hui d'inventer une nouvelle Smart City. Une Smart City qui va porter la principauté, mais aussi les autres villes pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc on est à l'aube d'un nouveau modèle. Donc là où on en est aujourd'hui, c'est au début d'un nouveau programme de Smart City pour la principauté, un programme qui va durer entre 3 et 5 ans, et qui a l'objectif de passer à l'étape d'après. L'exercice est assez simple, on a 3 priorités d'action sur ce programme Smart City. Une priorité autour de la mobilité, donc l'amélioration de la problématique de la mobilité en principauté, et bien évidemment dans les contours de la principauté. Une problématique de cadre de vie, pour améliorer le cadre de vie, mais aussi mieux communiquer, mieux informer et permettre aux individus d'être acteurs de leur cadre de vie. Et puis une problématique qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, qui est une problématique d'améliorer notre planification urbaine et notre programmation urbaine. Voilà, ça c'est vraiment les 3 grands spots du programme de Smart City aujourd'hui, avec une volonté, il y a des choses qui existent, beaucoup de choses qui existent, de les rendre de plus en plus interopérables, d'harmoniser les technologies, parce que plus on va harmoniser, plus on va être capable de multiplier les usages, le tout au service des métiers. Il y a beaucoup d'acteurs des métiers dans cette salle,
des décideurs. Notre problématique, c'est aussi d'améliorer cette planification urbaine, donc de faciliter la prise de décision au travers du recours à des technologies. Et puis les particuliers, les citoyens, comme vous et moi, mais également les touristes, les pendulaires, etc. Vous avez parlé de technologie, j'ai envie de vous demander, en matière de maquette numérique, disposez-vous d'un socle? Alors, je pense qu'on dispose de plus que d'un socle. Il existe aujourd'hui en principauté un SIG opérationnel, une maquette 3D opérationnelle qui sont utilisées au quotidien par les différents services de l'État pour faire de la planification. Globalement, on dit qu'il y a trois grands cas d'usage d'une maquette 3D. Vous avez un cas d'usage autour de l'anticipation, de la simulation, de la planification. C'est utilisé aujourd'hui au quotidien pour faire de la planification de grands projets urbains. C'est utilisé au quotidien pour, par exemple, faire des tests de propagation d'ondes. On va utiliser une maquette 3D aujourd'hui pour s'assurer à quel endroit il faut qu'on mette nos antennes, nos différentes antennes. Donc, sur ce sujet-là, on est, je dirais, aujourd'hui très opérationnel. Le deuxième sujet, c'est la navigation. Disposer d'une maquette 3D pour faire de la navigation, pour permettre de l'accès à de l'information. On fait des choses, on pourrait faire plus de choses, mais on fait des choses. Et puis le troisième sujet, c'est la protection civile. La maquette, le SIG, aujourd'hui, c'est très utilisé par le service des pompiers notamment. Et là aussi, on est à une nouvelle étape. L'idée, c'est de disposer rapidement, dans le courant de l'année, probablement à la fin de l'année, d'une nouvelle maquette. Une maquette qui aura l'objectif d'être beaucoup plus précise. Il y a des règles, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4. Donc là, on va essayer de passer sur un mode beaucoup plus précis. On va essayer de commencer sur certains bâtiments à avoir une modélisation de l'intérieur du bâtiment. Et du coup, d'avoir un partage d'informations beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux entre les différents services de l'État. Un seul outil, des données qui sont renseignées à l'intérieur, et comme ça, on développe des cas d'usage. Donc un seul. Merci. On a un petit peu abordé sur la nécessité de modéliser une ville, quel pourrait en être l'intérêt. Je crois qu'on a une expérience à Santiago du Chili. Est-ce que, Laurent Vignoux, vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc je pense que M. Gambarini, vous avez bien résumé tout ce qu'on peut faire avec une plateforme en fait numérique de la ville. Et nous, effectivement, on voulait vous restituer une expérience un peu atypique. Donc la question qu'on s'était posée, c'est effectivement pourquoi modéliser une ville. Donc cette expérience, en fait, elle s'est produite à Santiago du Chili sur la demande d'un projet de recherche en fait financé par l'État français, qui était de se demander si on pouvait, en fait, à travers une maquette numérique, spécifier toutes les performances environnementales, sociales et économiques d'une ville. Et donc on a fait un travail de recherche pendant 1 an sur Santiago du Chili, où on a donc numérisé l'ensemble de la ville en partenariat avec Cyrabel. J'ai appris que vous travaillez aussi avec cette société de modélisation 3D. Et puis on a essayé de modéliser en fait toutes les performances de la ville. Et ça en coopération étroite avec la maire, Carolina Toa. Et là on s'est aperçu en fait que le numérique, ça a quand même un travers. C'est que c'est extrêmement compliqué de faire parler une maquette 3D. On voit des couleurs, on voit des chiffres, on voit des ratios, mais en fin de compte, est-ce qu'on est vraiment bon? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on a des repères, d'autres où on en a un peu moins? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, plutôt que d'essayer de paramétrer et de juger cette ville, eh bien on va la comparer. Et donc on a scanné également de la même façon Paris, Buenos Aires et Grenoble. Et on a compris en fait qu'un des grands avantages de ces maquettes, c'était de pouvoir comparer les choses entre elles. Et Carolina Toa donc, a présenté à la COP21 au Grand Palais le 12 décembre, je ne sais plus quelle année c'était, toute la politique de ville durable de sa ville avec le simulateur, mais pas en mettant des chiffres, simplement en disant voilà, là on est meilleur qu'à Paris, là on est un peu moins bon qu'à Buenos Aires, etc. Et c'est pour ça que quand on a organisé cette session avec vous tous, on a imaginé ce titre, Monaco, futur étalon mondial. Alors on discutait tout à l'heure, peut-être future référence, peut-être plutôt. Cette idée, effectivement, que cette comparaison, on sait tous que Monaco a quand même des spécificités qui pourraient rappeler en fait des objectifs impressionnants de ville durable comme la densité en premier lieu. Et donc peut-être essayer de refaire cet exercice pour comparer Monaco en fait à d'autres villes du monde et faire en sorte qu'on ait un espèce de tableau de bord des performances d'une ville à travers ces exemples. Tout à l'heure, on a évoqué de
parler du SMART par rapport à Monaco, mais également par rapport aux avoisinants. Monsieur Gambarini, comment voyez-vous la continuité des services numériques avec le voisinage? Avez-vous des sujets d'interopérabilité avec Nice, par exemple? Alors, on reviendra un petit peu sur le sujet du modèle derrière. Mais oui, par essence, une Smart City fonctionnelle, c'est une Smart City qui a des technologies qui sont interopérables. Et donc il y a des services qui sont interopérables. Nous, on a déjà un enjeu, c'est d'être interopérable en interne. C'est déjà une priorité. C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui n'est pas que monégasque, hein, c'est un sujet de l'entièreté des villes aujourd'hui qui sont construites sur des couches technologiques qu'il convient aujourd'hui d'harmoniser et de rendre effectivement interopérables. L'interopérabilité avec Nice, mais aussi avec voilà, les autres villes qui nous entourent, hein, la CARF également, donc, les villes de Beausoleil, de Menton, de Roquebrune, elle est très importante. Elle est très importante parce que la qualité de vie, elle ne s'arrête pas au jardin exotique. L'impact de la qualité de vie, l'impact des entrants est très important. Donc on travaille énormément à l'interopérabilité, mais pas sur tous les sujets. Il y a des sujets qui sont souverains, qui touchent à des données souveraines et qui ne permettent pas ou qui ne nécessitent pas une interopérabilité avec Nice. Pour autant, sur un sujet de mobilité, réfléchir à la mobilité en principauté en la réfléchissant uniquement de Saint-Roman au jardin exotique, c'est un non-sens. Surtout quand vous avez 40 000 pendulaires par jour, dont 25% qui viennent de Nice, vous êtes obligé de la réfléchir de manière interopérable. Alors, quelques exemples sur ce sujet-là. L'interopérabilité, elle est dans l'interopérabilité des systèmes de transport, par exemple. On peut travailler aujourd'hui sur des systèmes de billettique qui, à horizon, je n'aime pas donner d'horizon, mais qui, à horizon 18 mois, devraient être interopérables de Cannes jusqu'à Menton. C'est-à-dire un ticket pour tous les transports en commun, de Cannes jusqu'à Menton, et donc la possibilité d'avoir une billettique interopérable. Ça paraît simple comme ça, mais quand vous avez 17 systèmes différents sur globalement 4 ou 5 protocoles de communication différents, c'est éminemment compliqué. Avec des rythmes politiques qui sont différents en fonction des zones, c'est éminemment compliqué. Donc oui, il y a de l'interopérabilité, oui, il faut qu'il y ait de plus en plus d'interopérabilité entre les systèmes. Moi, je crois beaucoup en de l'interopérabilité sur le sujet mobilité, sur du transfert modal. Sur d'autres sujets, c'est probablement un petit peu plus compliqué. Par contre, l'interopérabilité, elle est aussi dans l'échange de pratiques. Il y a des très bonnes pratiques à Nice, il y a des très très bonnes pratiques à Cannes. Cannes est l'un des leaders sur le plan de la modélisation 3D. Ils ont probablement commencé les choses avant bien des villes très importantes en France. Donc il y a des pratiques qu'il convient d'échanger, de partager. Aujourd'hui, on a une complexité technologique qui fait qu'on serait bien idiot de ne pas discuter les uns avec les autres de ce que l'on fait et de la manière dont on fait les choses. Donc oui, de l'interopérabilité, oui, de la collaboration et de l'échange entre les différents services, mais effectivement pas sur tous les sujets, d'autant que la Principauté de Monaco est un État souverain sur certains sujets, donc effectivement, ça ne permet pas l'ouverture totale, en tout cas, de certains points. Merci. Laurent Vigneault, puisqu'on parlait de Nice, est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots par rapport au centre d'hypervision sur lequel Artesia travaille en ce moment à Nice? Oui, alors, côté français, on parle souvent de Nice comme étant un espèce de démonstrateur permanent de la Smart City. Donc nous, on travaille aussi bien sur des quartiers comme Nice Méridiat, qui sont très connectés, très numériques, etc. Mais on travaille également avec la ville sur le nouveau centre d'hypervision urbaine et de commandement de la ville. Et donc ce qu'on voit dans ce schéma, c'est un petit peu la finalité de toute cette Smart City, de tout ce numérique. Donc ici, on voit l'architecture en fait de ce qu'envisage Nice dans un proche avenir. Hein. C'est une étude en cours. Nous, on est assistant à maîtrise d'ouvrage pour à la fois concevoir et fabriquer en quelque sorte cet hyperviseur. Et là, en fait, on est dans un sujet très spécifique et unique en France, puisque c'est la première fois que les services de police municipale et de police nationale vont partager en temps réel toutes leurs données. Donc il y a un enjeu sécuritaire derrière évident. Mais par la même occasion, on a associé dans cet hyperviseur la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, les modèles de trafic, toutes les caméras de la ville.
Et l'idée, en fin de compte, comme on le voit, c'est de profiter de ce qu'on appelle le lac de données, c'est-à-dire de toutes ces données numériques qui parcourent la ville en tous sens, pour à la fois mieux adresser les outils métiers qui eux donc restent affectés à leur service, à travers une hypervision qui elle-même peut renvoyer des informations plus qualitatives, on va dire, aux citoyens. Un exemple très concret. Aujourd'hui, quand vous avez un accident à Nice, en fin de compte, il y a la police en général qui vient constater, puis après qui appelle éventuellement les pompiers ou les secours. On compte une moyenne d'intervention de 30 à 38 minutes. Et l'hyperviseur, ce qui est spécifié comme objectif, c'est 10 minutes. Donc, en fait, avec une information concomitante à toutes les personnes disponibles et déjà envisagées, on a un gain d'efficacité impressionnant. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose parce qu'on travaille énormément sur les frontières. On est aussi sur l'écocité d'Alzette qui est à la frontière avec le Luxembourg où on a exactement les mêmes sujets de données à partager. Un grand intérêt quand même de toutes ces démarches d'hypervision et de numérique dans les villes, c'est de discuter, en fait, c'est de décloisonner les services. On l'a vu à Santiago avec la mer, on le voit à Nice avec ces services-là. En fin de compte, même si on n'arrive pas à construire une smart city ultra technologique, ce qui reste toujours, c'est le dialogue entre les services, l'anticipation de la meilleure façon de répondre en fait à un impact ou à un aléa dans la ville. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux et qui reste, quelle que soit en fin de compte la conclusion et la finalité de la démarche. Alors, je me permets de rajouter un petit point parce que ce qui est présenté là, ce qui est intéressant, c'est on parlait tout à l'heure de à quoi ça sert le modèle 3D, de quoi ça sert ces modélisations. En soi, ça ne sert à rien. C'est un vecteur de diffusion et d'agrégation de la donnée. Ce qui est important, c'est que on parle souvent de data police. Donc c'est une vision de la Smart City qui est une vision de la Smart City tournée autour de sa donnée. Ces outils, ils permettent de passer du lac de données, justement, à une utilisation par les services compétents, mais également les acteurs privés qui peuvent, à un moment ou à un autre, en open data, utiliser une partie de ces outils-là, qui peuvent servir demain des utilisations touristiques, des utilisations culturelles, des utilisations pour les particuliers. Donc ce qui est important, c'est que cette infrastructure qui est le socle, l'infrastructure de la maquette 3D, ou effectivement plutôt de la maquette 3D, permet d'agréger, de diffuser de la donnée pour tout un tas d'utilisateurs avec des profils très très différents. Mais ça ne remplace pas le point de départ, qui est le fait de connaître sa ville, de la sensorer, donc de la monitorer, de disposer de la donnée source, et surtout de renseigner cette donnée source dans un référentiel commun, dans un lac de données commun, pour venir taper dedans et permettre du croisement de données. Ces outils-là, ils facilitent le croisement de données, et ils facilitent ce qui est inhérent au développement des Smart Cities dans les 10 prochaines années, la collaboration entre public et privé, notamment. Si tu permets, Laure, parce qu'on s'est rajouté une petite question avec M. Gambarini au café. Donc, en fait, pour conclure, on voit bien que déjà, à Monaco, on a ce socle qui existe, qu'il y a énormément de choses qui sont déjà en cours, qu'on est également dans un environnement géographique très propice à la Smart City, mais finalement, M. Gambarini, moi j'avais envie de conclure sur peut-être une question, c'est par rapport à notre titre, futur étalon mondial, quels sont les atouts en fin de compte que l'on pourrait résumer sur le numérique à Monaco, et comment est-ce qu'on pourrait en faire peut-être dans un proche avenir une référence mondiale ou plus, si vous avez quelques idées. Alors, nous, on n'a pas vocation à devenir le terme d'étalon. On n'a pas vocation à devenir cet étalon. Ça, c'est pas ce qu'on cherche à devenir. Nous, on veut, au regard de nos spécificités, devenir un des exemples de ce qui peut se faire en termes de Smart City. Après, si les gens nous prennent comme exemple ou comme étalon, tant mieux pour nous, mais in fine, c'est pas l'essence de notre projet ou de notre programme. Aujourd'hui, les atouts de la principauté, le premier, c'est qu'on dispose sur 2 km², normalement, de circuits courts et d'une forte proximité, qui permet une prise de décision, normalement, qui doit être rapide, qui doit permettre une collaboration entre les différents acteurs qui va être facilitée. Ça, c'est un gros atout en termes de Smart City.
Le deuxième, c'est que notre taille et la typologie de contraintes qu'on a en principauté permet sur certains sujets de devenir une vraie ville pilote, exemplaire, sur des thématiques. On peut parler par exemple des véhicules autonomes. On a aujourd'hui des problématiques en principauté en termes de densité de trafic, etc., qui permettraient demain à des acteurs, et beaucoup d'acteurs s'intéressent à la principauté sur ça notamment, de venir tester, expérimenter des technologies et que la principauté puisse apporter sa pierre à l'édifice de la construction de ce qui sera un mode de transport de demain. Et le troisième grand atout qu'on a, et c'est le principal, c'est qu'il y a une volonté politique de faire les choses, et je pense qu'il y a une vraie volonté d'aller vers cette Smart City de demain qui doit porter notre modèle économique. Maintenant, si on se regarde à la fin du programme, hein, pour répondre à la deuxième partie de votre question, qu'est-ce qui fera qu'on a gagné? C'est pas la succession de projets, c'est pas le fait de se dire qu'on a mené à bien 40 ou 45 projets, c'est pas l'enjeu. Les projets, ils sont tous vus d'une manière systémique. On a parlé des abribus en début de réunion. L'abribus, d'une manière générale, c'est un socle parce qu'il sert les trois objectifs. Il sert la mobilité, il améliore l'expérience de mobilité. Il sert le cadre de vie, puisqu'il permet d'être un vecteur de diffusion de l'information auprès des usagers, quel que soit l'usager, touristes, résidents. Et il permet aussi d'améliorer la planification urbaine dans le sens où on en fait des totems de monitoring de l'environnement urbain, au travers de la qualité de l'air pour certains demain, au travers de mesures sonores, au travers de mesures d'électromagnétisme notamment. Donc ce sont des socles qui nous permettent de diffuser les choses. Donc si on se regarde dans 2-3 ans, on aura gagné si on est inclusif, c'est-à-dire si on a réfléchi notre Smart City au regard des spécificités de la principauté. Il n'y a pas que des digital natives en principauté, il faut donc que cette Smart City soit accessible à tous. Il n'y a pas que des francophones en principauté, donc il faut que tous nos projets soient aussi adaptés à des cultures différentes. Ça, c'est un point qui est fort. Il faut que notre modèle soit probablement un modèle hybride entre la data police dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une utilisation qui doit être en principauté raisonnée de la donnée. On ne capte pas de la donnée pour capter de la donnée, on capte de la donnée s'il y a de l'usage. Ça veut dire que c'est la fin. Oui. C'est très stressant comme truc. Donc, on doit être effectivement dans un modèle hybride entre la data police et ce qu'on appelle la participolice, c'est-à-dire une ville qui permet aux citoyens de participer, de donner son avis, de collaborer aux citoyens, mais aussi aux acteurs privés. Et puis le troisième point qui est important, c'est que la Smart City doit permettre de renforcer nos filières d'excellence. Elle doit être demain au service du tourisme, de l'immobilier, de la finance, etc., etc. Et donc elle doit être réfléchie pour être un relais de croissance de ces différents secteurs. Je vous remercie, on peut peut-être passer aux questions. Simplement, parce que je vois ce genre de graphique, c'est absolument pas mon métier, je n'arrive pas à comprendre ou je n'arrive pas à imaginer le cœur de tout ça, c'est-à-dire est-ce qu'il y a derrière cette gestion une centrale des personnes, des humains et des antennes? Comment ça s'organise? Parce qu'en fait, c'est très abstrait pour moi. Oui. Alors, effectivement, on pourrait faire s'étendre un peu sur l'hyperviseur, mais l'hyperviseur, c'est une salle, quelque part dans Nice, avec beaucoup d'écrans d'ordinateur et l'ensemble des services qui sont à droite présents, physiquement. Voilà. Donc, à la fois une lecture partagée de toutes les données qui sont renvoyées dans l'hyperviseur et un centre de commandement, c'est-à-dire une décision partagée mais qui reste humaine, de l'ensemble des actions. Et puis ça facilite la façon de réaliser ces actions. C'est-à-dire si on décide par exemple d'appeler tous les pompiers dans un rayon d'1 kilomètre, eh ben, ça appelle tous les pompiers dans un rayon d'1 kilomètre. Donc mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le principal intérêt de la Smart City, c'est de mettre des gens en commun, alors qu'avant ils se parlaient relativement peu. Et l'hyperviseur est le lieu physique en fait de rencontre de ces gens-là. Avec pour tâche de gérer en fait toutes les données qui les concernent. Nous avons parlé de Smart City, mais ce n'est pas le seul objectif ambitieux sur lequel Monaco s'est penché. Il en existe un autre de taille, celui du livre blanc. Quel serait le cas d'application du Smart au niveau de l'énergie? Avec moi sur scène pour en parler, Madame Virginie Haché-Vincenot, chef de division au sein de la mission pour la transition énergétique, et M. David Chotard, ingénieur conseil climat-énergie au sein de la division énergie et industrie d'Artela.
Madame Hachel-Winston, quels sont aujourd'hui les enjeux et les priorités liés à l'énergie? Les enjeux aujourd'hui sur l'énergie en principauté, c'est tout d'abord le développement des énergies renouvelables, l'utilisation des énergies renouvelables dans la ville. Et le deuxième enjeu, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'une fois que cette énergie est produite, de faire en sorte de l'utiliser le mieux possible. Pour commencer sur les énergies renouvelables, l'une des premières actions de la mission, il y a maintenant 2 ans, ça a été de mettre en ligne un cadastre solaire qui s'est basé sur la numérisation de la ville, afin de mettre à disposition de tous les potentiels solaires de toutes les toitures de la principauté. Et cette numérisation est assez fine puisqu'elle prend en compte les ombres portées, les masques des bâtiments environnants. Donc on est vraiment sur un développement assez pointu du potentiel solaire de la principauté. Et on avait une subvention qui existait depuis, je pense, à peu près 4 ans, qui avait été très peu demandée à l'époque, et la mise en place de ce cadastre solaire, avec la communication autour de ces enjeux, a amené au développement d'un certain nombre de projets solaires. Vous avez dû voir que le Monte Carlo Bay est en train d'installer sur ses toitures des panneaux solaires. Le Grimaldi Forum est en train de faire la même chose. Si jamais vous pouviez passer les slides. Oui, j'ai un slide sur, qui est assez... voilà, qui montre la courbe de charge journalière en principauté, moyenne hiver, moyenne été, et en parallèle ce qu'on arriverait à produire avec un panneau solaire en principauté. Donc on voit bien qu'on a quand même une certaine adéquation entre la courbe de charge, la montée dans la journée, et le fait qu'on produise à partir de panneaux solaires. Clairement, la pointe, c'est, vous le voyez, le moment où on demande le plus d'électricité en principauté, c'est à midi au mois de juillet. Ça tombe bien, c'est le moment où on produit le plus d'électricité avec des panneaux solaires. Donc je sais qu'il y a quelques architectes dans la salle. N'hésitez pas, les panneaux solaires, c'est une bonne idée. Et le cadastre solaire vous permet de voir toiture par toiture ce que vous pouvez installer. Le SMBP, que je vois aussi dans la salle, a lancé des installations de panneaux solaires de façon assez développée sur la base de ce cadastre solaire. Donc ça, c'est la partie solaire. On est en train de développer aussi pas mal de choses en termes de thalassothermie, mais c'est un sujet qui est moins connecté, j'allais dire. Par ailleurs, on travaille donc sur l'efficacité énergétique, et la principauté a lancé plusieurs pistes, des pistes qui sont assez classiques, qui sont des pistes réglementaires. On a une nouvelle réglementation énergétique qui est rentrée en vigueur à l'été, qui est applicable depuis janvier, qui justement incite à développer les énergies renouvelables. Mais cette réglementation énergétique qui interdit le fuel aussi à partir de 2022, on a profité de cette nouvelle réglementation pour mettre en place des audits énergétiques, donc avec un cahier des charges spécifique sur la principauté. Et donc ça, c'est tout le volet réglementaire. Et en parallèle, la principauté a lancé depuis maintenant 18 mois un système de smart metering. Donc je parle de Smart Plus. C'est un système qui adresse les principaux consommateurs d'électricité. On a développé donc un programme qui s'appelle Smart Plus. On a observé, en analysant les données passées de la principauté en termes de consommation d'énergie, qu'un certain nombre de secteurs surconsommaient par rapport à d'autres. Et donc on a proposé à ces secteurs, je parle des hôtels et des parties communes d'immeubles, de s'équiper de NIALM. Donc derrière cet acronyme, on trouve les Non-Intrusive Appliance Load Monitoring. C'est un système qui permet d'analyser en fonction de la signature de l'électron quand il revient au compteur, par quel instrument il a été consommé. Et donc très concrètement, on arrive à avoir ce genre de graphe qui dit que sur un mois, les systèmes de ventilation ont consommé tant d'énergie, l'éclairage a consommé tant d'énergie, la pompe à chaleur a consommé tant d'énergie.
Et l'idée de ces systèmes, c'est d'abord de savoir très précisément ce qui consomme de l'électricité. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même des données sur lesquelles on a nécessité des dizaines et des dizaines de compteurs par le passé, alors que là on est vraiment sur des systèmes très simples en termes d'installation. Je vais vous montrer, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'au niveau du compteur, on passe ce genre de système et on obtient l'information. Et très clairement, ce type de système incite très rapidement à l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que vous allez voir les sources de gaspillage, les installations qui sont mal réglées. Vous pensiez que ça s'éteignait la nuit, mais finalement ça reste allumé, enfin, etc. Et donc ça, c'est le premier point, c'est l'efficacité énergétique à court terme, c'est-à-dire qu'on supprime le gaspillage. Et le smart metering a une deuxième utilité, mais je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter par la suite, qui est l'optimisation énergétique à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle du quartier et à l'échelle de la ville. Ça tombe bien, c'était ma deuxième question. Si vous voulez, vous pouvez passer au prochain enjeu, qui serait de passer à l'échelle du quartier. Alors, l'idée d'efficacité énergétique, pour donner quelques ratios en principauté, la consommation d'énergie, la moitié représente de l'électricité. C'est-à-dire que dans toutes les énergies que nous consommons en principauté, la moitié c'est de l'électricité. Très clairement, la transition énergétique, on s'oriente vers un développement de la consommation d'électricité. On va remplacer les moteurs thermiques par des moteurs électriques. On a un certain nombre d'usages qui sont la consommation de fuel, la consommation de gaz naturel, etc. La solution vers laquelle on s'oriente, c'est les pompes à chaleur. La thalassothermie, c'est des pompes à chaleur. Et très clairement, alors ça c'est des ratios pour des pays nordiques. Aux Pays-Bas, pour une unité de consommation d'électricité aujourd'hui, ils pensent qu'en passant à la voiture électrique à grande échelle, on double cette consommation d'électricité. Et si on passe à une pompe à chaleur pour chauffer son logement, on rajoute encore une unité de consommation d'électricité. Donc l'enjeu de bien maîtriser, de bien utiliser l'électricité, il est majeur. Monsieur Chautard, nous avons un récent retour d'expérience sur les zones non interconnectées, illustrant bien les enseignements qui peuvent être obtenus par un travail prospectif d'optimisation des systèmes énergétiques de territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Effectivement, vous faites référence à une étude que l'on mène actuellement pour l'ADEME, qui vise à évaluer la faisabilité technique et économique d'une alimentation des zones non interconnectées, enfin d'une partie des zones non interconnectées, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Guyane et Corse, 100% par des énergies renouvelables sur leur mix électrique. Donc la question posée, c'est est-ce que c'est possible, et si c'est possible, comment, et ensuite, et derrière le comment, c'est à quel coût, et quelles sont toutes les implications organisationnelles qui en découlera, parce que c'est évidemment lourd de conséquences derrière, pas simplement au niveau technique. Alors, il est bien évident que ce contexte de domaine insulaire n'a absolument rien à voir avec le contexte ici qui nous intéresse, de Monaco. Malgré tout, il y a un certain nombre de choses d'enseignements qu'on en tire qui reflètent bien ce qui vient d'être l'enjeu sur l'électricité et ce travail prospectif d'anticipation et d'optimisation à des échelles, à multi-échelles. Un mot rapidement sur la façon dont on s'y est pris. On a réalisé une modélisation complète de l'ensemble des potentiels de production d'énergie renouvelable sur chacun de ces territoires, en maillant, en ayant une représentation géographique des potentiels, et en caractérisant les profils de production, mais pas seulement sur des profils moyens, mais aussi en caractérisant l'aléa associé à ces profils de production, qui avait tout le problème d'une grande partie des ressources dont on parle, qui sont des ressources variables. Je pense beaucoup au photovoltaïque, qui est un enjeu ici, et l'éolien, qui est peut-être un peu moins ici. Et donc, d'une part, ensuite une modélisation des réseaux, parce qu'il y a un couplage fort entre cette problématique de production et des réseaux qui sont là pour pouvoir acheminer cette production jusqu'à la demande, et donc de modélisation de la demande. Et ensuite, le travail a consisté, dans la mesure où on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quoi sera fait demain, à tester des futurs possibles qui sont devant nous, et avec un algorithme d'optimisation, parce qu'on est face à un problème qui est beaucoup trop complexe pour être résolu de façon classique, par une approche d'ingénierie classique, par un algorithme d'optimisation, de chercher dans ces futurs possibles quel serait le meilleur choix de système électrique qui permet de répondre à cette demande. Et par meilleur, j'entends le système qui coûterait le moins cher,
en coût global pour produire de l'énergie, donc un investissement plus charge sur l'ensemble du scénario prospectif, et qui répond aux contraintes techniques qui sont là pour s'assurer que le système va fonctionner. Et alors si maintenant j'en viens à mon point, dans ces scénarios, certains étaient non contraints sur un taux de pénétration de NR imposé, et il s'avère, on a pu constater que, en fait, quasiment dès aujourd'hui, mais dans une échéance de 5 ans pour être tout à fait honnête, une grande partie des ressources d'énergie renouvelable, en intégrant le coût nécessaire du stockage pour être capable d'assurer une stabilité du système, seront compétitifs, et le sont quasiment aujourd'hui, avec des systèmes conventionnels. Alors évidemment, dans les zones non interconnectées, le coût de production d'énergie est bien supérieur à celui qu'on a en métropole, mais il se trouve que la Creux a publié un rapport il y a juste le mois dernier, en février, dans lequel ils ont analysé les retours de tous les projets qui avaient été déposés de centrales photovoltaïques au niveau des appels d'offres Creux en France métropolitaine, et il se trouve, ils ont pu constater que les gros projets étaient quasiment à parité réseau. En fait, ils sortent, si vous voulez le chiffre, à peine plus de 40 € du mégawattheure. Et donc ils sont compétitifs avec l'ARENH, le tarif du nucléaire qui est à 40. Donc ça veut dire qu'il y a une compétitivité qui approche des énergies renouvelables, d'une part, et d'autre part que les scénarios qui imposaient une contrainte de 100% d'énergie renouvelable soulevaient plein de questions sur est-ce qu'on est capable d'assurer la stabilité du réseau en statique et en dynamique. Et la réponse, alors je ne vais pas vous affirmer un oui absolument définitif, vous allez voir, les rapports vont être publiés dans quelques jours sur le site de l'ADEME pour les 3 premiers territoires pour lesquels l'étude est terminée, mais on n'a pas trouvé de raison valable aujourd'hui pour penser que ce ne sera pas le cas. Bon, évidemment, il faudrait faire un gros travail d'approfondissement du sujet, mais on a testé des situations critiques, et dans ces situations critiques, particulièrement critiques, on conserve une stabilité dont certaines situations sont comparables à des événements qui se sont produits, qui ont généré des instabilités et des problématiques de délestage assez lourds. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui où la technologie est prête, ou quasi prête, pour être capable d'avoir un déploiement massif d'énergie renouvelable. Et le deuxième point, qui fait appel aux 3 petits graphiques là, que vous voyez en bas au milieu, il y a une véritable synergie entre la capacité de piloter certaines charges, donc à piloter et à exploiter la flexibilité qu'on peut avoir dans la demande, et là je pense en particulier aux véhicules électriques. Il y a une synergie entre la capacité donc, à créer une flexibilité dans la demande et à déployer des énergies renouvelables. Et il s'avère que selon les territoires, dont on pourrait penser qu'ils sont très similaires, donc aujourd'hui j'ai l'autorisation maintenant de citer des noms de territoires, donc à La Réunion par exemple, la stratégie de pilotage qui fait partie de cette optimisation, la stratégie de pilotage de la demande qui est apparue comme recommandée sur ce territoire-là, pour permettre un développement massif des énergies renouvelables, est illustrée par le 3e graphique à droite. Donc celui de gauche, vous avez une situation non pilotée, et celui qui est tout à droite, vous avez une situation avec une stratégie de pilotage, et qui consiste à chercher autant que possible à déplacer la charge des véhicules électriques pour accompagner la montée en régime de parcs significatifs de production d'énergie solaire, de photovoltaïque. Et donc ça a pour effet d'augmenter l'amplitude de la production, ce qui a pas forcément ce que naturellement un gestionnaire de réseau devrait faire, mais quand on couple ça avec un déploiement géographique de systèmes de bornes de recharge de véhicules d'une part, et ensuite de bornes de recharge pilotées de véhicules d'une part, et ensuite de stockage d'autre part, complémentaire, à ce moment-là, on arrive à limiter les impacts sur les nécessaires renforcements de réseau qui sinon serait obligatoire si on revient sur la courbe initiale pour être capable d'acheminer les flux entre les points de production et les points de consommation. Et si on prend un autre territoire comme la Guadeloupe, qui est plutôt représenté sur celui du milieu, la stratégie qui s'avère être optimale a consisté à limiter justement ces amplitudes avec une recharge plutôt de nuit. Ça, c'est pas neutre. Ça veut dire que dans la stratégie de déploiement des bornes de recharge, à La Réunion, il faut plutôt viser des bornes de recharge sur l'espace public pour avoir des recharges de jour, alors qu'en Guadeloupe, il faut plutôt viser des recharges à domicile avec des bornes pilotées, mais chez soi. Donc on est vraiment sur des types... L'impact sur les infrastructures est conséquent. Vous avez dit tout à l'heure que la situation insulaire n'était pas tout à fait comparable à celle de la principauté. J'ai envie de vous demander à plus long terme, quelle vision énergétique pourrait être imaginée dans un contexte tel que celui de la principauté de Monaco? J'ai envie de partir du fait qu'il y a déjà une vision qui existe, qui est l'objectif d'être 100% renouvelable.
la lecture qui en est faite de cet objectif aujourd'hui, si je l'ai bien compris, c'est d'arriver en fin d'année à avoir un bilan de production d'énergie renouvelable qui soit égal au total de la demande. On pourrait en faire une autre lecture de cet objectif. On pourrait en faire une lecture qui viserait à chaque instant à être en capacité de produire une quantité d'énergie renouvelable qui soit égale à la demande, donc qui se traduit par entrer dans la problématique de l'équilibre offre-demande. Alors c'est évidemment une contrainte supplémentaire qui est loin d'être simple, et je pense que le gestionnaire de réseau va commencer à s'arracher les cheveux, mais malgré tout il y a plusieurs opportunités derrière qui me semblent intéressantes à indiquer. La première, c'est que si on prend juste une logique de bilan en fin d'année, dans la mesure où la stratégie, l'état actuel en tout cas de la façon dont ça se développe, va faire appel à des capacités de production qui sont hors du territoire uniquement de la principauté de Monaco, ça veut dire que la principauté va rester malgré tout totalement dépendante des choix de stratégie de développement des énergies, d'une manière générale du système électrique français. Parce que l'équilibre offre-demande sera assuré côté français et non pas côté monégasque. En entrant dans cette logique de se donner les outils pour être capable d'assurer cet équilibre-là, à ce moment-là, même si les moyens de production sont hors du territoire monégasque, ou une partie des moyens de production sont hors du territoire monégasque, la principauté se retrouve un peu plus indépendante. Alors je ne suis certainement pas en train de dire qu'il faut qu'elle se déconnecte du réseau. Ce serait une bêtise énorme. Le fait d'être interconnecté avec un réseau européen, et là je ne parle même pas France, hein, c'est européen, est un atout énorme sur la sécurité d'approvisionnement, sur la qualité du coup du service de fourniture d'électricité. Mais par contre, il faut dissocier ça du fait de construire la façon dont on veut être, le mix énergétique que l'on veut pour se faire approvisionner. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que à partir de là, en faisant ce travail, en ayant une vision à multi-échelle, donc du bâtiment jusqu'à l'échelle du territoire monégasque, voire au-delà du territoire monégasque, on peut introduire dedans toute la problématique d'optimisation des infrastructures elles-mêmes. Parce que du coup, finalement, c'est essentiellement un problème d'infrastructure qui va rester, une fois que le problème d'équilibre offre-demande est là. Et donc ça veut dire qu'il y aura possibilité d'optimiser ce système-là de façon à minimiser les coûts de renforcement, les besoins en renforcement des infrastructures réseau, tout en étant capable, malgré tout, d'acheminer les flux. Et ça, c'est précisément ce qui était illustré dans ces petits graphiques-là, qui vise à localiser les moyens de production et les capacités de pilotage de la charge de façon à faire le moins appel possible, ou en tout cas à éviter de surcharger le réseau, et donc à éviter d'avoir à faire des renforcements de réseau, là où si la totalité des véhicules qui transitent sur le territoire monégasque basculent en électricité, vous pouvez être à peu près certain que si vous ne faites pas de pilotage, vous aurez besoin de renforcement massif du réseau. Enfin, je ne connais pas le réseau, je m'avance en disant ça, mais je serais très surpris que ce ne soit pas le cas. Ça voudrait dire qu'il aurait été extrêmement surdimensionné au départ sinon. Et le dernier point, c'est qu'il y aura un certain nombre d'informations qui vont être générées par là, et là on revient sur la discussion de Smart City de tout à l'heure, qui, en étant agrégées et en étant mises à jour en temps réel, vont permettre de générer des indicateurs qui sont susceptibles de donner une information aux usagers et donc de rendre l'usager, de faire apparaître à l'usager les bénéfices, en fait, je vais le dire autrement, à retranscrire pour l'usager une partie des bénéfices collectifs de cette stratégie-là, de façon à ce que l'usager y trouve un intérêt. Parce que l'intérêt de l'usager aujourd'hui, c'est surtout de ne pas trop s'en préoccuper de ce problème d'énergie et d'avoir une bonne qualité de service. Le reste, en fait, c'est pas son souci. Mais si vous êtes capable de lui donner en temps réel ce qui se passe et lui donner les outils techniques qui font que ça va pouvoir se gérer en grande partie tout seul, et avec peut-être un petit peu d'action, mais en grande partie tout seul, et du coup, vous pouvez partager la création de valeur et la création de richesse liée à ces systèmes-là. Et alors, pourquoi je parle de tout ça? C'est tout simplement parce que pour arriver à faire ça, sur ces trois axes-là, les outils Smart Grid sont simplement nécessaires. Pour moi, le Smart Grid, au sens, donc sur le volet énergie, parce qu'après il y a plein d'autres aspects, et sur ces trois aspects en particulier, sont un outil clé pour arriver à rendre ça opérationnel dans la vie de tous les jours. Oui, je veux juste réagir sur, du point de vue de la principauté, c'est bien de commencer par faire des bâtiments qui consomment le moins d'énergie possible, qui produisent par eux-mêmes le maximum d'énergie qu'ils peuvent eux-mêmes consommer. Et ensuite, on est parti effectivement dans une logique d'acquisition de centrales solaires en France pour
avoir un approvisionnement en énergie renouvelable le plus large possible. Donc, avec aussi une idée de couvrir à terme le risque de prix de notre approvisionnement en électricité. On voit bien que l'avenir sera électrique, et donc on est en train de préparer cet avenir en faisant en sorte qu'on consomme le moins d'énergie possible, d'où l'idée du smart metering, du développement d'énergie renouvelable en local, parce qu'on voit tout de suite les problématiques de réseau qui se posent à partir du moment où effectivement on peut acheter des centrales dans le Jura, ce qui nous arrive de temps en temps, des centrales solaires, mais par contre si cette électricité elle est produite en local, utilisée en local, on est sur une optimisation énergétique bien plus importante. Et donc la logique ensuite c'est de verdir ce mix énergétique en achetant des centrales en France en l'occurrence. Merci. On va passer aux questions. Je voudrais juste présenter un petit graphe qui rend un peu plus peut-être un peu. J'ai oublié de passer à l'autre. Ce qui se pourrait se faire en termes de convergence, de transition numérique et de transition énergétique. En l'occurrence, ce n'est pas de la convergence. La transition énergétique, elle n'est pas possible sans les solutions numériques. Parlons clairement, c'est-à-dire que si on ne peut pas optimiser la pointe, si on ne peut pas optimiser la charge des véhicules électriques, on va doubler, tripler les réseaux, les capacités de production. Ce que vous avez à l'écran, c'est un quartier qui s'appelle Juliette, qui est dans la banlieue de Rotterdam. Et vous voyez plusieurs bâtiments qui ont leur propre capacité de production solaire. On est en lent, mais ils ont des capacités de production solaire et ils produisent aussi du chaud et du froid. Et les petits traits verts ou les petits traits rouges que vous voyez passer, c'est qui produit de l'électricité pour qui, l'avant à qui, et à quel point on fait appel au réseau. Donc vous voyez que là par exemple, on a un tirage d'énergie sur le réseau à l'instant où j'ai pris. Si vous allez voir sur le site internet, c'est en temps réel. Les flux d'énergie entre les bâtiments, les échanges d'énergie entre le réseau et les bâtiments, entre le quartier, c'est à l'échelle, c'est mis à jour en temps réel. Et ce quartier, le système d'optimisation derrière, c'est du blockchain. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du numéraire, on n'est pas sur l'enregistrement des transactions, s'effectue par un système de blockchain. Et donc là, on a un quartier dont l'optique est de consommer le maximum d'énergie renouvelable. On a vu tout à l'heure les problématiques de charge, c'est-à-dire qu'en fonction de si vous chargez votre voiture le matin ou l'après-midi, c'est du solaire qui va charger votre voiture ou c'est du charbon, ce n'est plutôt pas une bonne idée si on est en transition énergétique. Et donc ça vous permet de voir la façon dont ces transitions s'imbriquent. Merci. On va passer aux questions. Vous avez des questions? J'ai une question pour la... Gégère, c'est vous. Oui, on vous entend. Est-ce que vous pourriez expliciter la différence entre les deux îles? Et donc, puisque vous étiez très, très catégorique sur les deux horaires de charge, pourquoi? Ça s'explique comment? Dans l'autre sens, oui. Oui. Alors, la différence, elle vient de deux choses. Elle vient des profils de demande initiaux. Et donc, si vous comparez ces profils, donc chaque territoire, chaque île a une activité économique qui lui est propre et qui du coup associe un profil de consommation d'électricité qui lui est propre. Et donc, les écarts entre la base et la pointe, notamment, font partie des enjeux qui sont des causes. Et le deuxième point la deuxième explication vient du panel de potentiel des renouvelables dont on dispose sur chacune des îles, et en particulier la Guadeloupe. Donc les deux territoires ont un très gros potentiel photovoltaïque. Si on ne met aucune contrainte, le photovoltaïque donc sur un niveau de pénétration d'ENR, le photovoltaïque se développe beaucoup sur les deux territoires. Mais il se trouve qu'en Guadeloupe, plus on contraint à atteindre un niveau de potentiel ENR important, plus la part du photovoltaïque baisse dans le mix, pour devenir extrêmement faible au final, au profit de l'éolien. Donc sur des installations qui sont sensiblement plus chères, avec notamment une part d'éolien offshore assez conséquente, mais la Guadeloupe est localisée dans une zone au niveau de l'archipel des Caraïbes, sur la partie plutôt au nord, et se trouve vraiment à un point de convergence au niveau de plusieurs courants aériens, et se retrouve avec un excellent potentiel éolien. Et l'aléa associé, dans le temps associé à ce potentiel éolien, fait que par rapport au profil de consommation de la Guadeloupe,
il y a un intérêt à plutôt valoriser cette filière-là, qui génère moins de différences de production dans le temps, grâce au foisonnement dans le temps. Et du coup, l'éolien se retrouve en avantage concurrentiel par rapport au photovoltaïque de ce fait-là. Sinon, le photovoltaïque nécessiterait une quantité de stockage invraisemblable. Donc en Guadeloupe, on a beaucoup moins de stockage qu'à La Réunion, mais plutôt de l'éolien que du photovoltaïque, si on impose d'avoir un taux de NR très élevé de 100%. Alors que si on l'impose pas, c'est plutôt le photovoltaïque qui se développe avec un peu de stockage, mais pas beaucoup. Et du coup, donc c'est vraiment une histoire de... Oui, et du coup ça a un impact sur la façon dont on veut piloter la charge, parce qu'on se retrouve avec une production qui est plutôt constante, ils ont aussi pas mal de ressources géothermiques, et donc une production constante veut dire chercher à augmenter la base et baisser les pointes, tout ce que vous voyez sur le graphique du milieu. Où il y a sur la période de nuit, on a une hausse de la base et une baisse des pointes en période de jour. Mais alors, on commence avec, maintenant on a terminé, vous n'avez pas les résultats là parce que c'est pas du tout publié et je ne peux pas me prendre l'avance sur la publication de l'ADEME, mais on a terminé Mayotte, on vient d'avoir les résultats il y a une semaine sur les scénarios sur Mayotte, donc il ne nous reste plus que Guyane et Écorce, mais vraiment chaque territoire est spécifique et systématiquement une stratégie de pilotage, enfin l'impact sur la demande et sur les mix sont différents, alors qu'à première vue, quand on a commencé l'étude, on ne s'attendait absolument pas à ça. Et notamment, on a une grande différence, très grande différence, entre la Guadeloupe et la Martinique, alors qu'elles sont distantes de rien du tout. C'est une histoire de potentiel et de compétitivité relative entre les potentiels du fait de la météo, enfin, concrètement, et de profil de demande, et donc de caractérisation des usages qu'on a sur le territoire. Une autre question? Non. Alors, quel intérêt pour un constructeur sur la principauté de mettre en place des panneaux photovoltaïques, sachant que s'il vend ses appartements, il n'aura aucun retour personnel sur le résultat? Oh là là. Alors, juste un premier point, pour tout mégawattheure produit avec du photovoltaïque en principauté, vous touchez 360 € par mégawattheure produit. Donc il y a déjà une subvention. Cette subvention a été mise en place pour inciter au développement du photovoltaïque. C'est pendant 15 ans. Donc vous installez un panneau solaire, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer. Si vous l'intégrez, vous avez une subvention plus importante. Déjà, on a cette incitation financière à développer le photovoltaïque en principauté. Ensuite, la réglementation énergétique telle qu'elle a été mise en place, elle vous dit que vous avez le droit à une certaine consommation de kilowattheure par mètre carré, et que si cette consommation est plus importante, imaginons que vous ayez beaucoup de parois vitrées, une forte consommation, pour arriver à passer dans le filtre de la réglementation énergétique, vous êtes obligé de produire des renouvelables en face, d'accord, pour arriver à un solde net qui cadre avec la consommation, la production renouvelable. Donc quelque part, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une obligation réglementaire d'avoir des bâtiments qui soient efficaces énergétiquement et s'ils ne sont pas suffisamment, d'avoir en face une production de renouvelables. Après, il faut bien voir qu'un bâtiment qui est alimenté par la thalassothermie ou par des boucles, enfin par des pieux géotechniques, etc., et des panneaux, c'est quand même un bâtiment qui est assez autonome d'un point de vue énergétique. Toute la production, j'ai oublié de le dire, vous avez la subvention du panneau photovoltaïque, mais vous avez aussi la possibilité de garder votre production. Vous pouvez par exemple couvrir l'ensemble des consommations de vos parties communes si votre bâtiment est particulièrement bien installé. Et alors, je sais bien qu'en ce moment, dans la logique immobilière, mais dans la logique d'actifs, la valorisation est encore sur les systèmes thermiques, etc. Mais entre un bâtiment mal isolé et qui est pleinement dépendant du gaz naturel ou du fioul, on voit bien un bâtiment aujourd'hui au fioul, on sait que d'ici 2022, il devra changer sa chaudière, avec les coûts que ça entraîne. Donc il y a quand même un problème de valorisation et j'ai l'impression que le sens de l'histoire et de la valorisation est plutôt vers du renouvelable et des bâtiments performants. Je peux peut-être rajouter quelque chose ? Alors, je ne suis pas monégasque, je ne connais que très très peu le territoire d'ici, mais je peux peut-être donner un élément par rapport à mes expériences. Alors, il se trouve aux Pays-Bas, parce que j'ai passé 3 ans aux Pays-Bas, mais aussi en France. Quand j'étais aux Pays-Bas, c'était il y a une grosse dizaine d'années, il y a 15 ans, et c'était exactement le genre de question qui se posait à ce moment-là à l'époque. Le photovoltaïque entrait sur le marché néerlandais à cette époque-là, et la question était pourquoi je vais m'embêter à mettre des capteurs alors que les capteurs sont pour les usagers et pas pour moi. Il se trouve que le fait d'avoir des capteurs sur le toit, et on le retrouve aujourd'hui en France, génère une plus-value au bien immobilier
Et c'est un peu ce que vous avez essayé de traduire, et ce qui est caché derrière le terme de valeur verte. Alors j'ai aucune idée ici de savoir si le marché monégasque immobilier, parce qu'en fait c'est un marché à part entière avec ses propres règles, est capable aujourd'hui de valoriser cette valeur verte-là. Je ne sais pas si vous posez la question, c'est que la réponse est non. Mais la question c'est pas tellement ça, c'est à partir de quand ça va le faire, et est-ce que le laps de temps entre aujourd'hui et le moment où ce sera le cas est très court par rapport à la durée de vie du bâtiment, ou très longue. Et mon intuition, mais c'est qu'une intuition, c'est que ce sera peut-être plus court que vous le pensez. En tout cas, en France, la valeur verte des bâtiments est arrivée très vite, à partir du moment où les réglementations ont commencé à imposer ce genre de contraintes réglementaires, de contraintes. Très clairement, aux Pays-Bas, en ce moment, quand vous empruntez pour acheter une maison avec des panneaux photovoltaïques et qui est efficace d'un point de vue énergétique, vous payez moins cher votre taux d'intérêt. Votre taux d'intérêt est plus bas. Ça, c'est le premier point. Et je pense que le parallèle en termes de valeur des actifs, c'est la décision d'entreprise il y a 3 ans de passer toute leur flotte en diesel, par exemple. Et qui aujourd'hui doivent revendre ces diesels parce qu'il faut les changer. Et aujourd'hui, est-ce que vous prendriez la décision d'acheter toute une flotte en tant qu'entreprise de diesel? C'est ce type de schéma qu'il faut avoir en tête. Merci à vous deux. On a beaucoup évoqué la notion de données dans les 2 débats précédents. Derrière ces données, il y a des usages, il y a des infrastructures, mais également des bâtiments. Qu'en est-il du bâtiment dit numérique? Avec moi sur scène pour en parler, M. Frédéric Jeunin, architecte, et M. Blaise Sola, directeur de projet Smart et Digital au sein de la division bâtiment d'Artelion. Monsieur Jeunin, vous êtes le premier architecte à avoir introduit la maquette numérique à Monaco. Quel est votre retour d'expérience sur cette dernière? Ah. Bien. J'aime bien ce genre de... Le cas d'opposé. C'est une surprise. Bonjour à tous. Effectivement, lorsqu'on m'a demandé de participer à cette petite table ronde, j'ai quand même réfléchi à ce que je pouvais vous dire. La seule chose, effectivement, c'est ce retour d'expérience. Et il n'est pas, alors je ne vais pas dire positif, mais il est curieux. Et je dirais même contrasté, voire même, on va exprimer même un grand écart. Néanmoins, en tant qu'architecte, et j'en ai déjà dans la salle, nous ne sommes que des praticiens. On n'est pas des théoriciens, ni des chercheurs, ni des ingénieurs de l'énergie. Mais on se met simplement au service du projet et des bâtiments. Donc je vais certainement enfoncer des portes ouvertes lorsque je vais parler, mais en tout cas c'est vraiment le retour humble de praticiens comme le sont donc les confrères qui sont ici et qui sont dans le Conseil de l'Ordre. Un petit retour en arrière, parce que je pense qu'il n'est jamais déplaisant de revenir sur l'histoire. Je rappelle saison 1, puisqu'on a utilisé le terme. Pour nous, ça a été vers les années 90, 94, on a eu ces logiciels 2D qui sont rentrés dans nos agences. On a pris véritablement 2G en vitesse de production. Ça a été assez impressionnant. Et on a fait, nous, avec les ingénieurs, avec les entreprises, notre révolution numérique, une vraie révolution numérique. Dans l'ombre et dans le couloir de cette 2D se préparait la deuxième révolution numérique, qui est celle de la 3D. Elle est apparue de mémoire vers les années 2000, donc pas longtemps après. Et là, ça a été effectivement pour nous notre saison 2, assez difficile à digérer parce qu'une vraie révolution intellectuelle, de praticité, de mise en œuvre au sein de nos agences respectives. Et vers 2010, effectivement, personnellement, je suis rentré de plein pied, parce qu'il n'était pas question de laisser passer le train. Et en même temps, et je dois ici féliciter une personne qui est dans le public, qui est M. Benazi, qui fait partie donc du service d'urbanisme, qui a pris la décision, qui a été le grand évangélisateur auprès de tous sur l'utilité de la maquette numérique à Monaco. C'est quand même lui qui a été à la source de cela, qui est toujours là pour la faire vivre tous les jours. Et grâce à cette maquette numérique, et nous, de notre côté, architectes, à la pratique de ce Revit BIM ou de ce Archicad, de ce que vous voulez, de cette maquette numérique, on a réussi à se parler et à collaborer. Donc, vraiment, cette plateforme d'échange. Je monopolise un peu le discours, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire passer comme message. Et donc, là, vous avez devant vous ce que l'État met à disposition des architectes dès le début d'une opération. C'est donc ce socle, ce fameux socle de la maquette numérique, de la principauté de Monaco,
qui au départ a été, je me souviens très bien, parce que j'ai assisté à différentes présentations, une volonté déjà de visualiser le territoire, son évolution, permettre mieux la décision politique, parce que c'était quand même pas simple pour les autorités de pouvoir décider dans quel sens il fallait qu'aille l'architecture et l'urbanisme à Monaco. Et cette maquette numérique a été générée, produite et a été donc créée principalement dans les années 2010 pour cette première visualisation. Aujourd'hui, on va se rendre compte qu'elle permet bien d'autres choses. Et donc aujourd'hui, nous avons droit à ce socle numérique que nous remplaçons. Bref, on le travaille, on travaille ce socle pour devenir donc notre base de projet. Et ensuite, le cadrage est toujours aussi aléatoire. Et ensuite, donc petit à petit, donc le bâtiment prend forme jusqu'à cette visualisation en bas. Et la maquette numérique nous réclame maintenant, dans les permis de construire, un volume simplifié, facilement digérable, pour ne pas alourdir les bases de données. Et aujourd'hui, donc, le Principauté de Monaco se voit actualiser sans cesse des nouveaux bâtiments. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on n'a dit qu'une partie de l'histoire. Ce BIM, dont on va parler peut-être un petit peu après, nous permet bien d'autres choses. Nous permet d'être véritablement, on va dire, des créateurs de réseaux. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève la peau du bâtiment, on se rend compte qu'on a tout le bâtiment dans ces réseaux aériens. Alors encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes parce que vous êtes tous des professionnels du bâtiment ici et que ce sont des images que vous avez déjà vues maintes et maintes fois. Mais moi, elles me surprennent toujours un peu parce qu'en tant qu'architecte, ces éléments qui sont cachés après réalisation et que nous pouvons voir et visualiser à tout moment grâce à des logiciels, pour moi, c'est quand même un petit miracle technologique qu'il est quand même bon de se rappeler. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'avec simplement une bonne formation, quelques ordinateurs et de l'énergie devant tout ça, il y aurait, et c'est là où on va refaire le parallèle, beaucoup d'économies à faire par la principauté pour la gestion du bâtiment. Et ce n'est pas parce que SMBD est avec nous, et ce n'est absolument pas pour leur montrer ce qu'il y a lieu de faire, qu'ils ne font peut-être pas encore, mais c'est justement pour encourager cette formidable production qui est née aujourd'hui de par ces logiciels. Et petit à petit, on rêve qu'il y ait des navigations en temps réel dans les bâtiments une fois livrés, parce qu'aujourd'hui, on parle bien de transition énergétique, on parle bien de transition numérique, on est vraiment au cœur de ce système-là. Et ce que l'on réalise, nous, en tant qu'architectes du bâtiment, c'est que l'on produit, et que la Principauté de Monaco produit des centaines de milliers de mètres carrés de planchers. Ce n'est pas du tout innocent ce que l'on fait tous les jours, bien que ce soit très valorisant. On se met un peu à la place demain de cette Principauté qui va devoir faire face à de l'entretien et de la maintenance. On parle beaucoup d'économie d'énergie, mais je pense que la première chose à faire, c'est de trouver un processus pour s'accaparer toutes ces données qui sont quand même bien nées, qui sont compliquées à mettre en œuvre et qui sont compliquées à réaliser. Il serait très important aujourd'hui que la Principauté prenne conscience de ça, parce que malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos maquettes numériques DOE soient véritablement utiles. Je le regrette un peu, je crois, et on en a discuté en amont avec M. Benazzi, apparemment la prise de conscience est faite par l'ensemble des entités politiques pour dire « Ok, c'est très bien, on se retrouve avec une belle maquette numérique remplie de plein d'informations en temps réel potentiel. Il faut absolument les prendre en charge et mettre des compétences devant afin que lorsqu'on parle de transition énergétique, de transition numérique, on parle aussi de cette économie-là, parce que je crois quand même, vous le voyez, hein, tous ces chantiers en cours en Principauté génèrent des milliers de mètres carrés de plancher. Demain, c'est une économie de la Principauté, un gouffre qui va partir là-dedans dans cet entretien et cette maintenance. Il faut y penser maintenant, et ça serait bien évidemment la saison 3. Voilà, c'était un petit peu le message que je voulais faire passer. C'est simplement un constat, c'est pas du tout un doigt accusateur, simplement un constat. Merci. Ce qu'on évoquait un petit peu d'ailleurs tout à l'heure avec Madame Achelinsto, hein, c'était la valorisation, et c'est ce que vous dites en fait quelque part, une maquette, c'est bien si elle est valorisée, donc
Comment peut-on valoriser cette maquette afin que ça ait du sens, Monsieur Dessolin? C'est un contre-exemple. Je remonopolise le débat. Un contre-exemple, encore une fois, c'est absolument pas j'accuse, c'est simplement un constat. Parce qu'on parlait de socle numérique, de maquette numérique qui a été générée dès les années 2010. On est en 2019, il s'est passé à peine 9 ans. Je pense quand même qu'il faut aussi réagir de temps en temps et prendre conscience de cette magnifique accélération incroyable que tous ces métiers du bâtiment vivent aujourd'hui. On n'était pas très loin en arrière, on avait nos calques polyester. Aujourd'hui, on se balade dans des mondes comme celui-là. Moi, je suis toujours un petit peu surpris. Mais il y a quand même à Monaco, même s'il y a aujourd'hui des grandes ambitions politiques, et je trouve merveilleux qu'il y ait des gens qui réfléchissent à cette transition numérique et transition énergétique. Si on pousse un peu plus loin la diapo, il y a quand même des grands écarts, ce sont nos concessionnaires. Alors, encore une fois, je n'accuse personne et ils ont leurs propres responsabilités, travail, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même incroyable que nous puissions générer des maquettes numériques sophistiquées en y mettant en place l'ensemble des réseaux qu'il y a lieu d'y mettre à l'intérieur. Et lorsqu'on le raccorde au territoire, on n'a plus rien. C'est-à-dire que nous avons de très jolis plans 2D qui sont les réseaux qui nous sont transmis. Alors encore une fois, je suis certain que j'ouvre des portes qui sont déjà ouvertes et que les prises de conscience sont certainement là et qu'il va y avoir de bonne volonté pour pouvoir nous donner autre chose. Mais si on continue un peu, dans un monde 3D, aujourd'hui, lorsqu'on a une synthèse de réseau à faire, ça c'était un travail que nous avions fait pour une galerie piétonne qui passe sous le boulevard Régnier 3, on a à peu près passé 1 mois et demi pour décrypter en 2D comment tous ces réseaux pouvaient passer les uns sur les autres et comment la galerie piétonne pouvait se transférer à travers tout ça. C'est une dépense d'énergie humaine qui est insensée. Et aujourd'hui, et on prie le bon Dieu que demain, cette fameuse saison 3, on ait l'ensemble des acteurs du bâtiment, que ce soit en amont les concessionnaires, l'État, et in fine, malgré tout, les concessionnaires et l'État puissent utiliser toute cette production générée par les professionnels du bâtiment. Voilà. Merci. Merci. Du coup, on va repasser sur la valorisation de la maquette. Allez. Ce sont les concessionnaires et l'État étant dans la salle, on aura certainement de très belles questions tout à l'heure. Alors, valoriser la maquette, ça veut dire être en capacité d'utiliser le DOE numérique comme point de départ et faire en sorte que ce DOE numérique soit mis à jour le plus régulièrement possible. Pour faire cette mise à jour régulière, il faut absolument interconnecter cette maquette, qui est un logiciel en soi, avec la vie du bâtiment. Et donc, c'est interconnecter la maquette avec le système smart du bâtiment. C'est ce qui s'appelle le jumeau numérique dynamique. Et l'idée de ce jumeau numérique, c'est quoi? C'est être en capacité, outre la mise à jour des données, de savoir exactement en temps réel qui interagit avec mon bâtiment. Que ce soit l'utilisateur, que ce soit l'exploitant, que ce soit le mainteneur, pour être en capacité de, gérer les sinistralités, gérer les risques, gérer la maintenance et capitaliser toutes ces informations-là pour les rendre utiles et pour anticiper le plus possible. Donc avec les technologies d'intelligence artificielle, de big data, on est capable aujourd'hui concrètement d'exploiter ces informations-là pour améliorer la vie du bâtiment, améliorer sa consommation, améliorer globalement ses usages. Pour comprendre ce schéma, qui est l'intégration de toutes ces technologies, le point de départ, il est double. Il est la maquette d'un côté et l'usage de l'autre. La maquette, c'est le fruit du travail des architectes que vous êtes. L'usage, pour le Smart Manager ou l'ingénierie de conception, c'est comprendre comment va être utilisé le bâtiment, que ce soit par les personnes qui vont travailler dans le bâtiment si c'est un immeuble de bureau, que ce soit un hôpital, ou que sais-je, et également ceux qui interagissent parce qu'ils déambulent dans le bâtiment, par exemple, et par conséquent, il faut être en capacité à la fois d'ouvrir le bâtiment et en même temps de le rendre sécure. Donc c'est des doubles enjeux systématiques, c'est je consomme du confort
donc je consomme peut-être potentiellement beaucoup d'énergie, et je dois apprendre également à gérer cette énergie globalement et à la réduire. Donc toutes ces dualités, tous ces paradoxes sont pris en charge par des systèmes de ce type-là. L'usage du smart comme point de départ, c'est aussi la manière de gérer les projets de ce type-là pour être en capacité de les rendre non pas, comment dire, hyper techno, c'est pas ça l'enjeu, au contraire, c'est de réduire les capteurs pour être en capacité d'avoir les bonnes informations. Si on ne sait pas quels sont les usages, on va mettre des capteurs de partout et on va générer finalement des quantités de données qui ne sont pas nécessairement exploitables. Donc la réflexion sur l'usage est une clé importante. Et ce qui rend possible tout ça, finalement, c'est le lac de données qui mixe à la fois des données du bâtiment, avec les informations précises sur les équipements, et la manière dont on va interagir, que ce soit, donc encore une fois, celui qui exploite ou celui qui utilise le bâtiment. Merci pour ces précisions. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de maquettes et de données. On parle maintenant aussi de bâtiments dits smart, je le disais en introduction. Monsieur Genin, vous êtes actuellement sur le projet du stade, qui normalement doit être un smart stadium. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire sur le volet numérique? Oui, il y a simplement... Oui, il y a des choses à dire, mais disons que l'État a compris qu'il faisait face à quand même un monstre en termes de corps de bâtiment. C'est le plus grand bâtiment en termes de plancher de Monaco. La première chose qu'on a fait, qu'on a convaincu de l'État, c'est de faire un relevé 3D de l'ensemble du bâtiment. Il a duré à peu près 1 an. Il va s'arrêter d'ici 2 mois. Et cette maquette numérique 3D de l'existant va permettre de pouvoir en retirer les éléments sur lesquels on va devoir travailler et de systématiquement devoir actualiser l'objet. Bien sûr, on va essayer d'être au mieux et en connexion avec toutes les personnes qui sont dans la transition énergétique pour voir comment on peut l'améliorer à tout niveau sur les problématiques de production et de dépenses. Mais disons qu'il y a déjà la volonté de dire, allez, on part sur une base numérisée, sur une maquette 3D, et on va essayer de piloter au fur et à mesure que les projets avanceront l'actualisation du bâtiment et sa modernisation. Je reviens toujours un peu à mon petit dada, mais Monaco est très connu pour produire des projets, etc. Mais petit à petit, on se rend compte que nos bâtiments ont une durée de vie excessivement limitée. Moi, j'ai de mémoire et en connaissance qu'au bout de 30 ans, tous les équipements actifs sont pratiquement inchangés à 100%. Il y a toute une salve de bâtiments aujourd'hui à Monaco qui sont dans ce problème. Le centre commercial, le stade Louis II, etc. Donc aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on fait des bâtiments qui durent 30 ans pour la partie active. C'est quand même assez inquiétant dans ce monde moderne lorsqu'on sait qu'on parle d'économie. Lorsqu'on a regardé ce bâtiment, j'ai fait une petite liste à la Prévert, vous m'en excuserez. C'est 133 appartements, ce bâtiment qui s'appelle l'Angelin. C'est 3228 pièces différentes. Donc ça veut dire des surfaces de plafond, de murs et de sol. C'est 42 000 m² de plancher. Il y a 1986 fenêtres qui sont tous destinées un jour à mal fonctionner. Il y a 1002 nourrices au chaud d'eau froide. 1002 nourrices. Si on n'avait pas des logiciels comme celui-là, on serait tous et toujours obligés d'aller casser pour voir la localisation, alors que maintenant, on pourrait les visualiser sans même aller casser le faux plafond de la partie commune ou autre chose. J'ai 1800 bouches d'aération. C'est des chiffres qui m'épatent toujours. Il y a 35 km de canalisation, toutes pratiquement prêtes à fuir. Et j'ai à peu près 1253 sprinklers. Donc tout ça, c'est bien, mais lorsqu'on regarde ces chiffres, ils donnent un peu le tournis. Donc on les met en place, on les livre, on dit au revoir, à la prochaine. Et puis il y a des services qui viennent les gérer, les entretenir, les maintenir. Et le message que je leur dis aujourd'hui, c'est ne restez pas aveugles, prenez la main de ce BIM et allez dans l'antre et dans les entrailles de votre immeuble pour faire des vraies économies d'énergie. Merci. Je vais quand même repasser sur le smart et puis on lancera la vidéo après. Monsieur Sola, qu'est-ce que pourrait être un smart stadium? Donc là, si on sort un petit peu de la fonction de la donnée,
pour passer sur des fonctions un petit peu plus pour l'usager ou autre. Un smart stadium, c'est d'abord un stade. Et la logique du stade, c'est de proposer et de générer des émotions. C'est le premier sujet. Une des émotions, c'est de faire en sorte que le spectateur interagisse avec son stade et soit potentiellement lui aussi acteur. C'est-à-dire que finalement, le spectacle n'est pas que sur le terrain, potentiellement, il est aussi dans les tribunes, il est aussi dans les salons VIP, etc. Donc cette logique-là, elle peut être intéressante à creuser, par exemple en travaillant sur les logiques de lumière, pour rendre comme à la U Arena à Nanterre, de fermer complètement le toit du stade et pouvoir proposer des jeux de lumière, jouer sur la sonorité, jouer sur les réseaux sociaux, la mise en dynamique en fait, du spectacle. Ça peut être une des logiques. Ce qui est important également, c'est que ce stade, il a vocation à être modulaire et à proposer différents événements. Et ce que vous venez de dire par rapport à sa quincaillerie, ses entrailles, pouvoir le gérer facilement, c'est pouvoir anticiper. La maquette BIM, notamment, les processus BIM, permettent justement de faire interagir tout un ensemble d'acteurs pour, d'un point de vue collaboratif, gagner du temps pour justement cette modularité, cette capacité à transformer un espace très rapidement, à l'imaginer et à le projeter facilement. Et puis un des sujets clés, c'est que pour que tout ça fonctionne réellement, il faut une hyperconnectivité et les technologies aujourd'hui le permettent de manière simple. Je vous ai amené une vidéo qui est intéressante parce que là on parle de 3D, mais on est maintenant déjà rentré dans la 4D et on est aussi dans la 5D. La 4D, donc, c'est ce petit film sur un projet que nous traitons actuellement. Et c'est tout simplement la relation du temps par rapport au coût. C'est-à-dire que la maquette numérique s'est retrouvée simplifiée uniquement sur la partie structure. Et là, l'entreprise d'exécution a fait un graphe et un film qui développe, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, arriver donc les séquences de construction structure. Et donc c'est une relation du temps et accessoirement du coût. C'est-à-dire qu'il y a un pilotage, à la fois une vérification des méthodes de construction, c'est-à-dire qu'ils définissent très en amont, avant même d'être sur le terrain, comment le bâtiment se construit et les séquences se déroulent. Et ensuite en bas, on voit l'évolution du montant des travaux qui vient bien sûr en augmentation au fur et à mesure de l'avancement. Là, on n'est plus dans la 3D, on est dans la 4D, c'est-à-dire qu'on commence à se servir des maquettes numériques pour nous parler de façon plus active, plus interactive et à anticiper à la fois par les ingénieurs méthodes et à la fois pour le volet financier. Donc ça, c'est assez intéressant et toujours pareil, ce travail part de la maquette numérique, architecte et BET. Et la 5D, on en parlait, enfin je voulais juste vous en parler, c'est exactement ce qu'on entend par la GMAO, hein, ces logiciels qui permettent d'entretenir et de maintenir les bâtiments une fois réalisés. La 5D, c'est le contraire, c'est la relation du coût avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels aujourd'hui qui peuvent prendre en charge notre maquette numérique, la digérer intelligemment pour que, presque par intelligence artificielle, il y ait des alertes qui viennent de façon séquencée, phasée, suivant des délais, des durées de vie de matériel et de matériaux. Ce sont des alertes qui disent, effectivement, attention, dans 6 mois, dans 1 an, l'ensemble de ces convecteurs plafonniers vont tomber en dehors des garanties. Donc c'est la relation du temps avec les coûts. Et ce côté de l'utilité de la maquette numérique 4D, 5D est importante, parce que, encore une fois, ça nous responsabilise, nous, acteurs du bâtiment, que ce soit conception ou autre, ça nous responsabilise sur la vie d'après. Donc la maquette numérique, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de cette fameuse transition énergétique et transition numérique. Merci. On va peut-être passer aux questions. Il était clair. Extrêmement clair. Alors, pas
question, mais plutôt effectivement acquiescer à ce que vous venez de dire, notamment concernant le BIM. Tout à l'heure, lorsque j'ai conclu, je vous ai dit qu'on aurait réussi notre Smart City si on arrive à soutenir nos filières d'excellence. La construction, l'immobilier, c'est une des filières d'excellence. Vous avez montré effectivement un très beau plan 2D qui représente les réseaux. L'un des travaux qu'on est en train de mener aujourd'hui sur la modernisation de nos outils, notamment de maquette 3D, c'est effectivement à un moment ou à un autre d'être capable, avec plus ou moins de précision, d'intégrer le tréfonds et d'être capable de faciliter cette connexion. C'est une couche en fait. Le BIM va venir demain se connecter avec notre maquette urbaine. On doit améliorer ces choses-là. Vous avez raison sur un sujet. Aujourd'hui, quand on s'appelle Monaco, faire semblant que le BIM n'existe pas, c'est quelque chose qui est complètement impossible, mais je ne pense pas que ce soit une réalité, loin de là. On est au début de l'histoire, de cette saison 3 dont vous êtes en train de parler. On a des bâtiments existants qui sont en 2D qu'il convient de passer en 3D, et il y a des nouveaux bâtiments, des nouveaux projets qu'il convient de faire naturellement dans ces sujets-là, et d'avoir en tête effectivement que, au-delà de la facilitation dans la construction, il y a un point qui est très important, qui est la gestion, qui est l'économie de 50% à peu près de la valeur de ce que va être, la gestion des bâtiments. Et ça, dans un environnement de renouvellement urbain, puisqu'une grande partie du modèle économique de la principauté, c'est ce renouvellement urbain permanent, c'est critique. Effectivement, c'est critique. Donc, parfaitement d'accord avec vous sur le sujet, parfaitement d'accord avec vous sur le fait qu'on est au début de l'histoire, mais que ces sujets sont complètement compris et pris en considération par l'État aujourd'hui, en ayant en tête effectivement que le BIM, c'est mature depuis 2 ans et demi, 3 ans sur certains sujets, et qu'il y a aussi un cadre de référence commun et harmonieux à passer pour que vous, architectes, vous travailliez sur le même modèle de départ, pour que tout ça soit comparable aussi et interopérable, comme on se le disait tout à l'heure. Donc c'est un gros travail, c'est un travail qui va durer quelques années, mais qui, je pense, en tout cas, est parfaitement compris par les différents services de l'État. J'ai entendu effectivement la personne qui est là pour représenter l'énergie, à ce que tous les acteurs du bâtiment soient plus intelligents, encore une fois, dans la conception. Mais pour que la boucle soit vertueuse, il faut absolument que la maintenance et l'entretien suivent. Parce qu'aujourd'hui, déposer un DOE maquette numérique sur une étagère, aussi bien que le faisons lorsqu'on donnait des dossiers de plan, c'est un petit peu frustrant et c'est un peu résumé. Moi, j'ai une question en retour à poser à la transition numérique, parce que je pense qu'on avait discuté avec M. Benazi, vous générez des centaines de milliers de données informatiques qui maintenant va devenir de plus en plus difficile à gérer et à stocker, on va dire, en principauté. Est-ce que vraiment on ne peut pas rester maître de toutes ces données numériques? Est-ce qu'il ne serait pas intelligent de créer un data center qui résume et qui garderait cette maîtrise? Parce qu'aujourd'hui, une principauté ou une ville, ou en tout cas un pays, se doit d'être autonome. Pourquoi j'ai entendu parler d'aller chercher des data centers à Luxembourg pour y loger vos données numériques? Est-ce que c'est utopique d'imaginer, avec ce que l'on peut faire en immobilier à Monaco, un data center pour avoir cette maîtrise interne? Non, c'est pas utopique, et c'est ce qui va être fait. Aujourd'hui, l'idée c'est que entre 95 et 100% de nos données souveraines, de nos données critiques, soient stockées en principauté. Et elles seront stockées en principauté dans les différents data centers existants, notamment le data center de Monaco Télécom, etc. Ce qui est en train de se passer au Luxembourg, notamment, à travers de l'ouverture de ce data center, c'est simplement de se dire que lorsque vous avez une clé de rechange de votre véhicule, vous ne la mettez pas dans la boîte à gants de votre véhicule. On est obligé de redonder la donnée, on est obligé de la dupliquer, on est obligé de la stocker. Les règles de bonne pratique, c'est de dire que globalement, il faut 120 à 150 km entre 2 espaces de stockage. On est dans une zone sismique, une zone à risque naturel. Notre idée, c'était simplement de se dire à quel endroit on peut stocker cette donnée pour qu'on garantisse cette souveraineté. Le deal qui est en train d'être passé avec le Luxembourg, c'est d'obtenir un espace de stockage qui serait réglementé par les mêmes règles que les règles des ambassades, notamment, donc avec une souveraineté, une e-souveraineté en l'occurrence sur ce domaine. Mais c'est simplement une redondance de nos données pour en garantir la sécurité. Donc, les données, elles seront stockées en principauté, pas toutes, parce qu'il y a des données qui n'ont aucun intérêt en termes de souveraineté et qui peuvent être stockées chez nos partenaires dans le SAS. Donc il y a des modes aujourd'hui, des procédures qui sont mises en place pour dire
voilà la donnée, voilà l'usage. Est-ce que cette donnée doit être stockée de manière souveraine chez nous, ou est-ce qu'on peut se permettre de la stocker à l'étranger ou de la stocker chez nos partenaires? Donc tout ça, ce sont ces procédures dont on ne parle pas trop, mais qui sont mises en place depuis une petite année pour préparer justement cette gestion de données. Donc effectivement, on continue de stocker notre donnée souveraine en principauté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vais remercier nos intervenants. Merci beaucoup. Je dirais qu'en définitive, nous avons vu à travers ces 3 axes que Monaco a tout le potentiel pour devenir non plus un étalon mondial, et en tout cas une référence mondiale sur le sujet du smart, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de données et qu'il faut trouver comment travailler ensemble pour pouvoir devenir en fait un état de référence. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants et je vais remercier tout particulièrement Evberry qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation de cette conférence, et je vais appeler M. Serge Simeoni, directeur délégué de l'agence d'Arcelia Monaco. Merci. Puisqu'on en est au remerciement, j'espère que cette conférence vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'initiatives, plein de choses à faire à Monaco, et nous espérons que tous ensemble on pourra construire cet avenir commun. Voilà, je voudrais aussi remercier Laure de Garaté, qui a été l'initiatrice et la maître d'œuvre, je dirais, de cet événement, qui j'espère vous a plu, et je pense que ça mérite quelques applaudissements. On aura l'occasion de se retrouver peut-être une prochaine fois sur d'autres thématiques. Voilà, il y en a encore beaucoup à Monaco et beaucoup qui peuvent vous intéresser, j'en suis sûr. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, vous pouvez rester prendre encore quelques friandises et quelques cafés ici, il n'y a pas de souci. On est à votre disposition pour répondre à toutes questions. Merci encore à tous. Merci.